Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Autour du monde, version Moyen-Orient, pour ce jeudi, le 20 juillet 2023. Notre édition d'aujourd'hui, on commence tout de suite avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique de son homologue tunisien, Kais Saïd, où ils ont échangé les félicitations à l'occasion du nouvel an de l'Hégire, priant Dieu le Tout-Puissant de le rendre avec bonté au peuple des deux pays frères et à tous les peuples arabes et islamiques. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier une délégation groupant les chefs des entreprises chinoises Wuhan Engineering et l'italienne Palestra opérant dans le domaine des engrais. La réunion a principalement porté sur l'examen de la coopération en cours avec les grandes entreprises étrangères pour commencer immédiatement la construction du troisième complexe industriel d'engrais à Sokhna, qui vient compléter le succès réalisé par la construction et le fonctionnement des deux complexes d'engrais azotés et de phosphate dans la même région. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu signé Salih Hamed et Aishal. La réunion du président de Fattah el-Sisi avec une délégation regroupant les chefs des entreprises chinoises Wuhan Engineering et l'italienne Palestra opérant dans le domaine des engrais s'est tenue en présence du chef de l'autorité des affaires financières des forces armées, le général d'armée Ahmed Chazli, du directeur général du dispositif des projets de services nationaux, le général d'état-major Ahmed Aboul Magd, le PDG de la société Nasr pour les produits chimiques intermédiaires et le PDG de la société Petrojet. La réunion a principalement porté sur l'examen de la coopération en cours avec les grandes entreprises égyptiennes et étrangères pour commencer immédiatement la construction du troisième complexe industriel d'engrais à Sokhna, qui vient compléter le succès réalisé après la construction et le fonctionnement des deux complexes d'engrais azotés de phosphate dans la même région. Le président a salué la coopération en cours avec les deux entreprises à la lumière des relations d'amitié particulières qui lient l'Égypte avec ces deux pays. Il a enjoint de poursuivre le développement du système de production d'engrais sur le plan local, étant donné qu'ils sont un des produits nécessaires et influents dans la production agricole et la sécurité alimentaire. Le président el-Sisi a également souligné que l'État veillait toujours à établir une véritable base industrielle moderne dans les différents domaines, notamment ceux relatifs à la sécurité alimentaire et aux secteurs vitaux, au vu de l'accroissement des défis internationaux à cet égard. Il a enfin mis l'accent sur l'importance de poursuivre les efforts de la localisation de l'industrie en Égypte via le transfert des connaissances, des technologies et des expertises. Et pour plus d'explications, mesdames et messieurs, sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Ouf Gafar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour, Dr Ouf. Bonjour. Alors, quand on parle de cette rencontre hier entre le président et les deux chefs d'entreprise dans le domaine des engrais, l'un italien et l'autre chinois, comment voyez-vous cette réunion et son effet sur l'économie égyptienne, je dirais? C'est positif, certainement. On utilise les technologies disponibles dans les pays développés, chinois, italiens. D'ailleurs, nous avions des grandes unités pour la production des engrais. C'est un élargissement, ça agrandit justement ce complexe. Et une troisième unité s'ajoute en utilisant, comme je viens de dire, le know-how, l'expérience des sociétés chinoises et italiennes, justement. Et comme vous l'avez dit dans votre petit mot, c'est dans la direction de l'autosatisfaisance à propos de notre nourriture et notre sécurité alimentaire, parce que nous comprenons bien que les engrais vont directement vers l'agriculture, surtout que nous.
nous avons commencé à réclamer et à bonifier beaucoup de terres pour ajouter une superficie arable. On aura besoin d'engrais. Donc tous visent vers le mieux de l'économie, le bien de l'économie. Et je pense qu'une partie sera consacrée encore à l'exportation. Oui. Quand on parle également de la zone industrielle de Ain Sokhna, on parle d'une zone logistique destinée à être un hub logistique pour les navires traversant le canal de Suez de part et d'autre. Alors, comment voyez-vous l'importance de cette zone? C'est-à-dire, relativement d'ici quelques années, la zone du canal de Suez en général, que ce soit au sud de Sokhna ou que ce soit à Port Saïd au nord, ça va être transformé en peut-être la zone, la plus grande zone logistique au monde. Nous savons que presque un 15 à 20% du commerce international traverse le canal de Suez, passe par le canal de Suez. Il faut en profiter et de ce passage pour justement établir des industries et des zones pour ajouter justement une valeur à cette zone d'un côté et puis couvrir les marchés locaux, les marchés régionaux et les marchés africains. Parfait, Dr Raouf Ghaffar. Nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie. Et nous poursuivons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a échangé les vœux avec les rois, présidents et émirs des pays arabes et musulmans à l'occasion du nouvel an de l'Hégire 1445. Le chef de l'État a adressé ses vœux aux dirigeants, priant Dieu le Tout-Puissant que ce nouvel an soit une année d'unité, des rangs et de coopération entre les peuples de la nation et que leurs espoirs et leurs ambitions soient réalisés. Par ailleurs, le président el-Sisi a reçu un nombre de messages de plusieurs responsables ministres ainsi que du grand imam d'Al-Azhar, du mufti de la République et des forces armées, le félicitant à cette occasion bénie. Et Israël a mené des frappes aériennes en Syrie près de Damas, blessant 2 soldats syriens. C'est ce qu'a rapporté dans la nuit de mardi à mercredi l'agence officielle syrienne Sana. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH, il s'agit d'une vingtaine de raids israéliens, du 20e raid israélien en 2023. L'agence affirme que la plupart des missiles ont été interceptés par les systèmes de défense antiaériens syriens. Selon l'OSDH, les frappes ont visé des positions militaires près de l'aéroport de la ville de Damas et de l'autoroute Beyrouth-Damas à l'ouest de la capitale, à Saboura, où se trouvent des membres de la 40e division, l'unité d'élite de l'armée syrienne. L'ONG, qui dispose d'un vaste réseau de sources dans le pays en guerre, affirme que ces frappes ont visé des entrepôts du Hezbollah pro-iranien, déclenchant des incendies sans que des pertes humaines soient signalées. Et nous passons en Tunisie, où les forces de sécurité ont commis de graves abus ces derniers mois contre les migrants africains noirs qui devraient inciter l'Union européenne à cesser son soutien à ce pays dans la lutte contre l'immigration irrégulière. C'est ce qu'a plaidé hier l'ONG Human Rights Watch dans un rapport. L'ONG précise avoir recueilli plus de 20 témoignages de victimes de violations des droits humains aux mains des autorités tunisiennes, selon un communiqué qui dénonce les agissements de la police et des militaires des gardes-côtes. Parmi les personnes interviewées, 9 sont reparties dans leur pays à bord de vols de rapatriement en mars et 8 sont encore en Tunisie. 7 autres font partie d'un groupe de 1200 Africains noirs expulsés et transférés de force par les forces de sécurité tunisiennes aux frontières avec Libye et Algérie début juillet, c'est ce qu'affirme Human Rights Watch. À la suite d'affrontements ayant coûté la vie à un Tunisien le 3 juillet, des centaines de migrants africains ont été chassés de la ville de Sfax
principal point de départ pour l'émigration clandestine vers l'Europe avant d'être transférée vers des zones inhospitalières près de la Libye à l'est et l'Algérie à l'ouest. Les témoignages recueillis par l'ONG montrent qu'ils ont été laissés sans eau, ni nourriture, ni abri en plein désert. Selon le rapport, la majorité des abus documentés ont eu lieu après le discours du 21 février du président Kais Saïd, dans lequel il pourfendait l'immigration clandestine, dénonçant l'arrivée de hordes de migrants venus, selon lui, changer la composition démographique de la Tunisie. Et des responsables de l'Arabie saoudite, du Qatar, d'Égypte, des États-Unis et de la France ont tenu lundi une deuxième réunion pour discuter des crises politiques et économiques que traverse le Liban. Selon un communiqué commun publié mardi par le ministère qatari des Affaires étrangères, les pourparlers de Doha se sont concentrés sur la nécessité urgente pour les dirigeants libanais d'organiser des élections présidentielles et de mettre en œuvre des réformes économiques vitales. Je cite, « Afin de répondre aux aspirations du peuple libanais et à ses besoins urgents, il est impératif que le Liban élise un président qui incarnerait l'intégrité, unirait la nation, ferait passer les intérêts du pays en premier, donnerait la priorité au bien-être de ses citoyens et formera une coalition large et inclusive pour mettre en œuvre les réformes économiques essentielles, en particulier celles recommandées par le Fonds monétaire international, le FMI, ajoute le communiqué. Il souligne que les 5 pays sont prêts à travailler conjointement avec le Liban pour soutenir la mise en œuvre des mesures de réforme qu'il décrit comme inestimables pour la prospérité, la stabilité et la sécurité future du pays. Les représentants du groupe des 5 pays ont examiné les possibilités d'agir contre toute personne tentant d'entraver ou d'empêcher le processus électoral. Ils ont également insisté sur la nécessité d'une réforme judiciaire et de la mise en œuvre de l'État de droit, mettant l'accent sur l'enquête relative à l'explosion du port de Beyrouth en 2020. Le communiqué exhorte les dirigeants et les partis libanais à tenir des élections présidentielles dès que possible et à prendre des mesures immédiates pour sortir le pays de l'impasse politique dans laquelle il se trouve actuellement. Et nous passons en Irak, où des dizaines de personnes ont manifesté mardi à Bagdad pour dénoncer les pénuries d'eau et d'électricité dont souffre le pays en plein été caniculaire, fustigeant également la responsabilité de la Turquie voisine dans la baisse du débit des fleuves qui traversent le pays. Considéré par l'ONU comme l'un des 5 pays au monde les plus exposés à un certain effet du changement climatique, l'Irak subit cette année sa 4e saison de sécheresse consécutive. Outre le manque de précipitations et des températures en hausse, le gouvernement fustige les barrages construits en amont en Turquie et en Iran, responsables d'une chute drastique des débits du Tigre et de l'Euphrate, 2 fleuves qui traversent l'Irak et prennent leur source en Turquie. Malgré une température caniculaire frôlant les 50 degrés, des dizaines de manifestants se sont rassemblés mardi à la mi-journée sur une place de Bagdad. La mobilisation de mardi à Bagdad a aussi coïncidé avec une manifestation de vétérinaires venus réclamer un emploi au sein du gouvernement. Le dossier de l'eau alimente les tensions entre la Turquie et l'Irak qui demandent à Ankara de libérer en amont des quantités d'eau plus importantes dans le Tigre et l'Euphrate. Et le président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé lundi à Jeddah pour la première étape d'une tournée de trois États dans le Golfe où les affaires et l'investissement figurent en tête de l'ordre du jour. Erdogan est à la tête d'une importante délégation composée de ministres et de fonctionnaires ainsi que d'environ 200 chefs d'entreprise, investisseurs et propriétaires d'entreprises. Il a été reçu lundi soir par le prince héritier Mohammed Ben Salman et a rencontré plusieurs ministres et responsables saoudiens. Sa visite en Arabie saoudite sera suivie de déplacements aux Émirats arabes unis et au Qatar et des forums d'affaires auront lieu dans ces 3 pays.
Les échanges entre la Turquie et l'Arabie saoudite se sont élevés à 6,5 milliards de dollars américains l'année dernière et ont atteint 3,4 milliards de dollars au cours du premier semestre de cette année. Les échanges de la Turquie avec l'ensemble des États du Golfe sont passés de 1,6 milliard de dollars à environ 22 milliards de dollars au cours des 20 dernières années. Les forums d'affaires qui seront organisés nous permettront de trouver les moyens de faire progresser ce chiffre, c'est ce qu'a affirmé Erdogan. Et c'est ainsi que prend fin, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Autour du monde, version Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.